C'est que, pardon, mais aujourd'hui, le gouvernement de M. Netanyahou, qui est aujourd'hui le gouvernement de l'État d'Israël, mène, pardon, je sais que certains, vous êtes peut-être encore les derniers, contestent l'utilisation de ce terme, mais encore ce matin, une commission de l'ONU dit qu'elle a récolté les preuves d'une caractérisation de génocide pour l'action qui est commise par le gouvernement de Netanyahou aujourd'hui à Gaza. Donc pardon, mais vous n'allez pas mettre au fronton de nos mairies le drapeau d'un État qui aujourd'hui est accusé de commettre un génocide. Je veux quand même le dire, que je suis quand même choqué que, y compris sur cette chaîne, vous continuez à donner la parole aux porte-parole de l'armée israélienne, quoi. Manuel Bompard était invité sur le plateau de BFM afin de dénoncer l'hypocrisie ambiante autour du conflit à Gaza. Et là, il a fait ce que personne n'ose faire. Il a dit la vérité, cash. Pendant que certains tergiversent sur les mots, lui a rappelé un fait simple. L'ONU parle de génocide, point final. Et pourtant, on continue à hisser le drapeau d'un État accusé de crimes contre l'humanité sur nos mairies, c'est une honte. Et ce qui choque encore plus, c'est que sur ce plateau, on donne la parole à des porte-paroles de l'armée israélienne comme si de rien n'était. Comme vous allez le voir, il a mis les mots que tout le monde pensait tout bas. C'est pas vrai, monsieur Jeudi. Si. On a eu des présidentielle, c'est autre chose que des législatives. Mais très bien, mais monsieur Macron, il peut aussi dire je vais démissionner dans 2 mois, il n'y a pas de problème, si vous voulez laisser plus de temps. Mais moi, je crois qu'on a besoin de ça. Vous êtes en campagne permanente, vous, de toute manière. Oui, alors, justement, à ce propos, parce qu'il y a des municipales aussi, il y a des municipales aussi. Comment vous allez affronter ces municipales, ou les aborder plutôt que les affronter, avec justement un dialogue qui paraît assez compliqué avec le Parti socialiste? Est-ce que vous allez faire cause commune avec les communistes et les écologistes? Comment ça se présente? Avec les socialistes, je ne veux pas vous cacher que j'ai entendu qu'il disait, j'ai entendu le candidat socialiste à la mairie de Paris dire il n'y aura d'alliance avec la France insoumise ni au premier ni au deuxième tour. Oui, alors. Donc ça, je suis obligé de prendre acte. C'est pas mon choix. Je suis obligé de prendre acte. Pour le reste, nous préparons la possibilité de présenter des listes sur la base d'un programme, parce que pardon, mais la politique, c'est pas juste des accords politiciens, c'est des accords programmatiques. Et si d'autres formations politiques sont disponibles pour porter avec nous ces programmes dans un certain nombre de villes, nous le ferons avec eux. Donc oui, il y aura parfois des listes communes avec les écologistes, parfois des listes communes avec les communistes. Parfois, peut-être qu'ils voudront pas et que ça sera des listes de la France insoumise. C'est au cas par cas, alors. Mais la cohérence, elle est programmatique. C'est-à-dire qu'on souhaite, dans toutes les villes, défendre des mesures programmatiques qui sont des mesures programmatiques communes. Je donne un globalement, exemple. on va plutôt assister. La gratuité de la cantine scolaire, parce que dans plein de villes, moi, vous savez, je suis élu de Marseille, il y a beaucoup de Ça familles. existe déjà dans plusieurs villes, quand même. Mais pas partout. Pas partout. Et bon, peut-être que ça, il y en a pas besoin partout. Moi, par exemple, ça n'existe pas dans la ville dont je suis le député, et je peux vous dire que le nombre de familles pour qui parfois le repas à la cantine, c'est le seul repas de la journée et qu'il y a des difficultés financières pour y accéder, c'est important. Et moi, par exemple, ça, c'est une mesure qu'on défendra dans la campagne des élections. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y en a peut-être pas besoin de manière égale dans toute la ville. Voilà, il faut aussi peut-être gérer les choses avec dans une grande ville surtout. Non, mais on pourra en débattre. Après, on va faire un débat. Bien sûr. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une bonne mesure. À vous entendre, on va donc assister à des duels fratricides à gauche qui aboutiront, dans beaucoup de cas, aux socialistes. C'est bien ça la stratégie? Mais non, c'est pas ça la stratégie. Vous avez mal compris, monsieur Jeudi, ce que j'ai dit, je crois. Voilà, il faut que je le répète. Vraiment, on comprend mal ce soir. Non, c'est juste que vous pouvez reprendre tous mes propos. Je crois pas avoir dit que mon objectif était de faire chuter des mairies socialistes. Par exemple, à Montpellier, j'ai l'impression que c'est bien parti pour faire chuter le maire sortant. Mais pourquoi le faire chuter? Je veux dire, le maire sortant, il n'est pas propriétaire de la ville. Non, il n'est pas propriétaire de la ville. Donc il y a une élection, et dans cette élection, la France insoumise, elle a peut-être le droit, dans une ville dans laquelle elle a fait plus de 25% aux dernières élections européennes toute seule, de considérer que peut-être que les habitantes et les habitants de cette ville, ça les intéresse d'avoir une ville dirigée par un maire ou une maire insoumise. Et c'est, je sais pas, le Parti socialiste, c'est pas parce qu'il dirige Montpellier, mais c'est vrai pour le LR, c'est vrai pour d'autres partis, qu'ils en sont propriétaires à vie. Vous êtes d'accord? On est dans une démocratie. On voit bien qu'il y a quand même un problème qui se pose à gauche, singulièrement. D'ailleurs, ce n'est pas valable seulement pour le Parti socialiste. Je crois qu'à Bordeaux, le maire écologiste est un peu sur la même. Oui, mais Bruno Jeudi, si vous voulez, je vous réponds comme ça, parce que, par exemple, les Insoumis, ils auront une liste à Toulouse. Et Toulouse, c'est une mairie de droite. Et vous me dites pas, votre volonté, c'est de faire tomber les mairies de droite. Si, non, mais là, je parle aussi de faire tomber les mairies de droite. Je parle des duels fratricides parce que quand même, la gauche gère beaucoup de grandes villes, beaucoup plus que la droite, si on s'en tient aux grandes villes. Elle en gère certaines. Elle en gère majoritairement plus. Donc certes, il y a un risque que beaucoup de villes de gauche c'est sûr que si le Parti socialiste reste sur la position qu'au deuxième tour des élections,
et ne veulent pas faire d'alliance ou soutenir la France insoumise sur le deuxième tour, c'est clair que ça risque de conduire à ce que des villes passent à droite. Mais ça, parlez-en au Parti socialiste qui a dit ni au premier ni au deuxième tour. Par exemple, à Marseille, vous n'allez pas vous ranger derrière le printemps républicain. Alors, ça s'appelle pas le printemps républicain. Ça s'appelait le printemps marseillais à l'époque. Le printemps marseillais, pardon. C'est une liste dorénavant, c'est une liste du Parti socialiste. Oui, le maire socialiste. Non, il y aura une liste insoumise, mais peut-être que cette liste... Ça sera qui d'ailleurs, monsieur Delogu? On verra, vous verrez dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On parle beaucoup de lui quand même, non? Vous confirmez? C'est une hypothèse, évidemment. Mais peut-être que cette liste, elle sera pas qu'une liste insoumise. Peut-être que ça sera une liste avec des écologistes, avec, je sais pas, des dissidents de la municipalité sortante. Je sais pas, les écologistes décideront de quel programme ils se sentent le plus proche. C'est pas moi qui vais décider à leur place. Mais ce que je veux dire, c'est que la France insoumise, elle n'a pas vocation à dire ça va être des insoumis et juste des insoumis partout. On fait avec ceux qui sont d'accord sur les mêmes bases programmatiques que les nôtres. Enfin, c'est pas très surprenant ce que je dis, ça devrait être la base de la politique. D'abord, vous présentez un programme et ensuite vous défendez ce programme. Et est-ce qu'en cas de présidentielle anticipée, vous êtes pour une candidature unique à gauche? Non, en cas de présidentielle anticipée, je suis pour une candidature, on va dire, commune, avec toutes celles et ceux qui voudront faire... Commune autour de vous. D'abord sur la base d'un programme, pardon. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, le programme, encore une fois, pardon, je vais me répéter, mais le programme qu'on a défendu l'année dernière, je l'abandonne pas. C'est le Parti socialiste qui dit qu'il n'y a plus d'accord programmatique possible avec la France. Ce programme pourrait être porté par quelqu'un d'autre à gauche, si vous êtes d'accord sur le fond? Je pense que ce programme-là, ce qui est quand même assez légitime et naturel au regard quand même, mais du fait qu'on a fait quand même 22% des voix à la dernière élection présidentielle et tout le reste de la gauche a fait moins de 5%, qu'aujourd'hui on dispose du groupe qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Je veux dire, je comprends pas trop pourquoi ça serait légitime, mais ça veut pas dire que la France insoumise, je dis à tous les autres, vous devez vous ranger derrière nous. Ça veut dire on peut faire une campagne commune avec un accord global. Il y a des élections législatives qui vont suivre. On peut même réfléchir à des compositions gouvernementales communes. Mais l'arithmétique la primaire à laquelle certains veulent essayer de nous contraindre, tout le monde a compris que c'est pas vraiment une primaire, c'est une forme de piège ou d'embuscade, puisque à la fin il y a la moitié des gens qui sont candidats à cette primaire qui disent déjà que si on devait l'emporter, ils nous soutiendraient. En tout cas, c'est la seule façon de gagner, de vous unir à gauche. Et pour l'instant, c'est mal barré. C'est la seule façon de gagner, madame. Je pense pas que ce soit la seule façon de gagner. C'est sûr que s'il y a moins de candidatures, c'est plus facile. L'arithmétique actuelle, gagner, il faut faire plus que de voix, c'est tout. L'arithmétique actuelle fait que s'il y a un seul candidat de gauche, ça doit être le candidat de la France insoumise, parce que vous êtes les plus nombreux à l'Assemblée nationale. C'est ce que vous avez dit. Moi, ça me semble naturel de dire que la candidature... Donc Jean-Luc Mélenchon, même s'il n'est pas député. Mais ça, en temps voulu, on vous dira qui sera notre candidat. Mais pardon, attendez, moi, j'ai pas de problème à débattre de ces questions d'union, etc. Mais je voudrais pas qu'on se trompe. Pour gagner, la question, c'est pas l'union des appareils. La question, c'est l'union du peuple. C'est ce qu'on appelle l'union populaire. Donc, pardon, mais à la dernière élection présidentielle, il n'y avait pas d'union et on a fait 22% des voix. Alors, vous allez me dire, ça vous a pas suffi pour vous qualifier au deuxième tour, c'est vrai. Mais il y a eu globalement une union assez large du peuple de gauche autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ce qui a été possible la dernière fois, je vois pas pourquoi ça peut pas être possible cette fois. Après, c'est vrai qu'il y avait sans doute trop de candidatures. Monsieur Roussel, par exemple, en maintenant sa candidature, nous a peut-être empêché de nous qualifier au second tour. Ça, c'est encore une fois, pardon, c'est pas de ma responsabilité. En attendant, alors là, on se projette un petit peu, on va revenir à une échéance plus proche. Il y a les négociations en cours, c'est ce qu'on disait, le PS qui est donc reçu demain matin, le RN également. Et il y a quand même quelques concessions qui ont déjà été faites. Vous avez vu que Sébastien Lecornu va mettre fin aux avantages à vie des ex-premiers ministres dès le 1er janvier prochain. Plus de chauffeurs, ni de voitures de fonction à vie pour les anciens locataires de Matignon, protection policière pour une durée limitée. Il y a une question de Raphaël. Pourquoi réduire les avantages des anciens ministres, mais pas aussi ceux des députés de l'Assemblée nationale et du Sénat? Est-ce qu'il faut aussi supprimer certains avantages des députés dont vous faites partie? Faudrait dire lesquels, mais moi je suis pas du tout opposé à l'idée qu'on puisse avoir une réflexion, y compris sur ce point. Il y a des avantages que vous estimez parfois un peu décalés par rapport à votre poste? Vous voyagez gratuitement sur les lignes de la SNCF. Ouais, mais par exemple, après, moi je veux bien qu'on discute de tout, mais il faut faire attention dans ce qu'on appelle avantage des députés. Par exemple, vous avez une partie de ce certains appellent avantage des députés, qui est une enveloppe qui vous permet qui travaille avec vous, des collaborateurs parlementaires. Bon, moi, je veux bien qu'on discute de tout. C'est 10 000 euros, hein? C'est pas. En plus, je vais vous dire sincèrement, les collaborateurs parlementaires à l'Assemblée nationale, ils touchent pas des salaires de fortune. Mais l'enveloppe globale, c'est 10 000 par mois. Ouais, c'est un peu plus de 10 000. En gros, vous pouvez embaucher 3 collaborateurs parlementaires. Alors, moi, je veux bien qu'on discute de ça, mais je pense qu'on a plutôt intérêt que les députés, ils travaillent sérieusement. Et pour travailler sérieusement, analyser des textes de loi, c'est du travail. Et les billets gratuits sur la SNCF? Ça, pareil, ça, on pourrait le discuter, j'ai pas de problème. Mais entre votre circonscription
et l'Assemblée nationale, bah là aussi, vous avez plutôt intérêt que vos parlementaires ils soient en circonscription au contact des citoyens en même temps qu'ils viennent siéger à l'Assemblée nationale. Après, moi, par exemple, qu'on pose la question de la rémunération des députés en tant que tel, ça, par contre, je trouve que c'est un débat pas très élevé. Oui, mais on pourrait en discuter parce que elle est pas très élevée, mais elle est quand même plus importante que le salaire médian ou le Donc salaire elle est de en France. Elle est à peu près, une fois que vous avez, elle est à peu près un peu plus de 5 000 euros par mois, net. Ouais, net. Et 7 000 bruts, à peu près. Oui, c'est ça, à peu près. Alors après, en fonction des formations politiques, certains, c'est notre cas, reversent une partie de leur indemnité à leur formation politique. Mais ça, moi, je serais pas opposé à la discussion. Après, pour le dire franchement, les avantages des anciens premiers ministres, là, il y avait quand même quelque chose d'un peu indécent que quelqu'un qui a été Premier ministre il y a 20 ans continue à bénéficier des moyens de l'État. Encore une fois, je veux pas donner l'impression, moi je suis prêt à ouvrir y compris le débat sur les parlementaires, mais le débat est pas tout à fait le même. Mais les parlementaires, ils sont en exercice aujourd'hui quand même, quoi. Donc nous, ça fait d'ailleurs depuis de longues années qu'on dépose à chaque année à l'Assemblée nationale en commission des finances des amendements sur les avantages des anciens premiers ministres. Monsieur Le Cornu semble enfin avoir une révélation. Donc ça c'est quand même un premier pas que vous saluez. En termes de symbolique, c'était quand même important qu'il le fasse. Il était temps. Les jours fériés. Oui. La suppression du jour férié. férié. Vous savez comme moi que c'était l'épouvantail de Monsieur Bayrou et que tout le monde savait que de toute façon ça allait être retiré pour essayer de faire passer la pilule. Donc si vous voulez présenter ça comme une avancée, mais moi je ne crois pas que ça soit une avancée. Et surtout ça a quand même beaucoup mécontenté les Français quand même. C'est vrai. C'était la mesure qui était la plus. C'est vrai. La plus. On peut dire qu'il n'a pas réussi son coup. Qui suscitait le plus d'opposition. C'est vrai qu'en tout cas, ça a sans doute agi comme une forme de déclencheur. Mais quand M. Le Cornu dit qu'il va retirer la suppression des jours fériés, encore une fois, il ne dit pas qu'il va supprimer le reste. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ou par exemple l'année blanche, parce que ce qu'il appelle l'année blanche, en vérité, c'est une année rouge pour le pouvoir d'achat. C'est que l'inflation ne soit pas prise en compte. Ah bah oui, mais donc ça veut dire que les pensions de retraite sont pas revalorisées sur la base de l'inflation, donc que les retraités perdent du pouvoir d'achat, les retraités pauvres en particulier, que l'allocation adulte handicapé n'est pas revalorisée sur la base de l'inflation, donc que les personnes qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé perdent du pouvoir d'achat, que vous avez plusieurs centaines de milliers de Français qui payent pas d'impôt sur le revenu aujourd'hui et qui devraient en payer demain parce que le barème de l'impôt sur le revenu serait pas réindexé sur la base de l'inflation. Donc c'est une saignée en termes de pouvoir d'achat qui est peut-être moins symbolique que les jours fériés, mais qui va avoir des conséquences sociales et économiques dramatiques. Sur un tout autre sujet, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Olivier Faure quand il propose de pavoiser toutes les mairies du drapeau palestinien? Pourquoi pas? Je pense que c'est symboliquement une initiative qui, à mon avis, pourrait avoir de l'importance, mais et M. Guedj dit qu'il faudrait mettre drapeau palestinien et drapeau israélien. Ça c'est pas entendable. Pourquoi? Mais pour une raison simple, c'est que, pardon, mais aujourd'hui, le gouvernement de M. Netanyahou, qui est aujourd'hui le gouvernement de l'État d'Israël, mène, pardon, je sais que certains, vous êtes peut-être encore les derniers, contestent l'utilisation de ce terme, mais encore ce matin, une commission de l'ONU dit qu'elle a récolté les preuves d'une caractérisation de génocide pour l'action qui est commise par le gouvernement de Netanyahou aujourd'hui à Gaza. Donc pardon, mais vous n'allez pas mettre au fronton de nos mairies le drapeau d'un État qui aujourd'hui est accusé de commettre un génocide. Même s'il a, cet État, plusieurs otages retenus par le Hamas à Gaza. En fait, il a plusieurs otages retenus par le Hamas et moi je demande, comme depuis le début, leur libération, évidemment. Mais le fait qu'il y ait des otages détenus par le Hamas ne justifie pas de commettre un génocide et de massacrer des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants. Vous avez vu encore les images de l'intervention terrestre qui a été engagée par On va revenir d'ailleurs sur cette gouvernement intervention de l'armée de M. Netanyahou. Franchement. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le prenez pas mal, et je veux quand même le dire, que je suis quand même choqué que, y compris sur cette chaîne, vous continuez à donner la parole au porte-parole de l'armée israélienne, quoi. C'est-à-dire que, imaginez une minute que vous êtes en train de donner la parole au porte-parole d'une armée qui est accusée de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de commettre un génocide. Est-ce que vous auriez donné la parole au porte-parole de l'armée russe? Non, vous l'auriez pas fait. Donc là, franchement, je vous le dis pour vous, mais je le dis pour tout le monde. On donne également la parole aux organisations qui travaillent sur place à Gaza. C'est pas une minute pour le bourreau et une minute pour la victime. Donc je suis désolé, mais à un moment, il va falloir, pardon, je l'ai pris. Alors, je fais pas la comparaison, mais Dimitri Peskov, le porte-parole de M. Poutine, s'exprime sur toutes les chaînes françaises. Bah écoutez, je crois pas que vous l'ayez invité en duplex, mais moi personnellement, je vous le dis, ça m'a choqué. Donc on a eu l'ambassadeur russe, effectivement aussi. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Et je suis choqué de l'absence de prise de conscience en France
dans le monde médiatique et politique, parce que je crois que dans le peuple, par contre, cette prise de conscience, elle a eu lieu aujourd'hui du fait que notre inaction sur ce sujet agit comme une forme de complicité par rapport à ce qui est commis aujourd'hui à Gaza et qui nous sera reproché pendant des années et des années. Manuel Bompard, puisqu'on en parle, effectivement, c'est l'armée israélienne qui a annoncé le lancement aujourd'hui de cette offensive terrestre massive à Gazaville. Est-ce qu'il faut plus de sanctions contre Israël? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est pas plus de sanctions, il faut peut-être commencer à ce qu'il y en ait une de sanctions. Non, mais il y a le président de la République qui, normalement, la semaine prochaine, va reconnaître un État d'Israël. Un État de Palestine. Monsieur Tréhard, reconnaître l'État de Palestine ne servira strictement à rien si, en plus de la reconnaissance de l'État de Palestine, il n'y a pas... Vous savez que c'est un acte diplomatique des très sanctions. important. Écoutez, on m'a demandé ce qu'il faudrait faire. La France pourrait, ça fait déjà depuis des mois et des mois qu'elle pourrait le faire. C'est simple, très simple ce qu'il faut faire. Décréter des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou. On parlait de la Russie tout à l'heure. Il y a eu 18 trains de sanctions au niveau européen contre les oligarques russes et le gouvernement russe. Pas une seule fois il y a eu des sanctions contre le gouvernement de Netanyahou. Décréter un embargo total sur les livraisons d'armes. Comment se fait-il qu'encore cet après-midi, il y avait une cargaison qui partait de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour livrer des composants militaires pour fabriquer des armes qui ensuite sont utilisées dans un génocide? Comment on peut accepter ça? Suspendre l'accord de coopération économique qui existe entre l'Union européenne et Israël. Comment vous pouvez justifier qu'on continue à commercer et à faire bénéficier à l'économie israélienne d'un accord de coopération économique? À un moment, il va peut-être falloir se réveiller. Madame van der Leyen doit s'exprimer là-dessus demain. Oui, mais j'entends, Monsieur Tréhard, mais si c'est à la fin, c'est comme la reconnaissance de l'État de Palestine, si vous voulez, pardon, mais si c'est pour reconnaître un cimetière, ça sert à rien. Donc à un moment, il va peut-être falloir se bouger. Moi, je suis indigné, en vrai, je suis bouleversé par ce qui se passe et je comprends pas pourquoi on passe en permanence notre temps à essayer de venir parler de politique, de polémiques futiles, de diversion, pour ne pas poser la vraie question, c'est pourquoi on fait rien pour arrêter ce génocide? J'entends votre indignation et votre soutien à l'endroit des Palestiniens. Quand votre interview a été annoncée, j'ai un lycéen de Marseille qui a 16 ans, qui s'appelle Clément, qui m'a saisi d'une question. Je le fais rarement, mais j'ai trouvé sa question assez... voilà, il dit dans son lycée être victime de harcèlement parce qu'il est de confession juive, qu'il est traité de sale juif, que on remet sa place en cause dans notre pays. Et il me dit, est-ce que vous pourriez demander à Manuel Bompard pourquoi il n'organise jamais de rassemblement contre l'antisémitisme croissant dans le pays, et pourquoi vous ne dénoncez pas, j'allais dire, haut et clair, comme vous venez de le faire pour... je vais vous répondre, vous voulez prendre contre le gouvernement Netanyahou, pourquoi vous n'avez pas des mots aussi haut et fort pour défendre les Juifs de France, et notamment Clément, ce jeune lycéen en seconde, dans un lycée à Marseille, votre ville d'élection? Monsieur Jeudi, je vais vous répondre, mais vous me rendez obligé de dire quelque chose. Depuis plusieurs mois, et pardon, vous ne pouviez pas le savoir. Oui. Je reçois des mails, des messages sur Instagram. Et d'ailleurs, j'ai porté plainte, y compris auprès du ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a une personne qui crée des... Je reçois aussi beaucoup. Non, mais je vous le dis, je vous le dis pour ça, après je répondrai au fond de votre question, qui crée des faux comptes sur les réseaux sociaux, qui à plusieurs reprises m'a envoyé. La première fois, on m'a envoyé un message en me disant précisément la même chose que ce que vous êtes en train de dire. Je suis un lycéen, je suis victime de harcèlement. Attendez, je vais vous dire. J'ai, à l'époque, pris contact avec le rectorat pour savoir si ce lycéen existait ou pas. Et le rectorat m'a dit ce lycéen n'existe pas. Donc je vous le dis parce que vous ne pouviez pas le savoir. Maintenant, ça existe. Pour le fond du sujet. Ça existe. Moi, j'ai toujours... Vous dites pourquoi vous n'organisez pas, ce n'est pas vrai. Quand il y a eu par exemple l'agression il y a quelques semaines, quelques mois du rabbin d'Orléans, mais moi j'ai appelé à participer au rassemblement de soutien au rabbin d'Orléans qui avait été agressé, des élus insoumis d'Orléans y étaient présents, et que évidemment que si une personne est attaquée, violentée, insultée, menacée ou agressée parce qu'elle est juive, mais évidemment elle a tout mon soutien et toute ma solidarité. Et je n'ai jamais eu un seul mot qui donne l'impression de quelque chose de différent que ça. Donc je vous le dis, là vous ne pouviez pas savoir sur ce cas-là. C'est juste une question, monsieur Bompard. C'est pas. Il y a beaucoup de Français qui. Mais je vous réponds, qui pensent je pense de manière franche et de manière claire. Peut-être qu'on peut le discuter, mais il y a beaucoup de Français qui considèrent que les insoumis ne dénoncent pas de manière haut et fort l'antisémitisme qui est croissant dans notre pays. Les faits le montrent. Vous avez raison, et je pense que mes propos sont très clairs sur ce sujet. Donc je vous ai répondu clairement. Maintenant, je dis attention,
à chaque fois qu'il y aura de l'antisémitisme, que quelqu'un, et ça sera, c'est vrai pour l'antisémitisme, comme c'est vrai pour l'islamophobie, pour toutes les formes de racisme, à chaque fois qu'une personne en France est ciblée en raison de son origine, de sa confession religieuse, de sa couleur de peau, eh ben, elle trouvera la France insoumise, ses militantes, ses militants à ses côtés. Et une fois que j'ai dit ça, je vois bien aussi comment certains essayent, et je ne mets pas de côté les vrais problèmes d'antisémitisme qui malheureusement existent dans ce pays. Qui sont très nombreux. Et je vois bien comment, de la part du gouvernement israélien, de M. Netanyahou, donne lieu à des accusations en antisémitisme, alors que ça n'a rien à voir. On peut tout à fait dénoncer l'antisémitisme et être totalement révolté par l'action du gouvernement de M. Netanyahou. Et quand on critique l'action du gouvernement de M. Netanyahou, ça ne fait pas de nous un antisémite. Précisément l'inverse. On peut à la fois, et je pense que tout le monde doit s'astreindre à cette même discipline, et que je veux même vous dire, parce que moi j'ai pas de problème à le dire, que si une fois il y a une personne en France qui confond la lutte, le combat pour la solidarité avec le peuple palestinien et le combat contre l'action du gouvernement de Netanyahou, et qui confond ça avec une forme de haine pour les citoyens juifs de France, mais je lui dis, mais tu te trompes complètement, tu n'as rien compris au problème dont on est en train de parler. Dans le même ordre d'idée, on peut être sensible à la cause palestinienne, et vous l'êtes, et condamner fermement et dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Yves Tréhard. Vous pouvez le dire. Mais vous m'avez déjà fait le coup la dernière fois. Non, vous pouvez le dire. Je pense, je vais répondre à votre question, mais franchement, au bout d'un moment, je vais pas continuer à jouer à cette petite comédie. Moi, je vais vous dire, monsieur Tréhard, il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été déposés par la Cour pénale internationale. Ces mandats d'arrêt, ils ciblent les dirigeants du Hamas et monsieur Netanyahou et monsieur Galland, qui sont des ministres israéliens. Moi, j'ai dit depuis le début, je soutiens ces mandats d'arrêt. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus pour vous faire la démonstration que, évidemment, les actions que le Hamas est aussi un mouvement terroriste. Mais je vous ai dit que le Hamas, et sur le plateau ici, vous étiez là, il y a à peu près 3 mois, je vous ai déjà répondu à cette question, que je n'ai aucune difficulté à dire que le Hamas a un mode opératoire terroriste. La France, d'ailleurs, qui dénonce... J'ai aucun problème à dire ça. La France qui dénonce ce soir une campagne destructrice de la part de l'armée israélienne qui n'a pas de logique militaire. Juste, parce qu'il y a des questions parle, madame, vous voyez, on fait des communiqués le soir même. C'est pas à vous que je m'en prends. Non, bien sûr. Mais on fait rien. Et depuis des mois et des mois, on fait des communiqués pour dire qu'on condamne, qu'on n'est pas content, que c'est pas bien. La France qui reconnaîtra donc l'État de Palestine le 22 septembre, mais vous dites que ça ne sert à rien. J'ai pas dit. Je dis ça ne sert à rien si, avec cette reconnaissance, ça fait des mois et des mois qu'on la demande, mais ça ne sert à rien si c'est pour faire une reconnaissance de l'État palestinien.